Aujourd'hui, à la chronique La famille d'abord, nous allons aborder le deuil blanc qui est directement relié avec la maladie d'Alzheimer et aussi des maladies connexes reliées aux troubles de la mémoire. Pour nous en parler, Huguette Duguay. Bonjour, Huguette. Bonjour. Huguette, aujourd'hui, c'est un sujet que les gens vont aller prendre beaucoup d'expérience et de voir aussi comment ça se passe et ils vont peut-être réaliser qu'ils sont dans cette roue, c'est-à-dire le deuil blanc. Qu'est-ce que le deuil blanc? Bien, le deuil blanc, c'est un type de deuil qui survient lorsqu'une personne atteint de troubles cognitifs, un trouble de la mémoire. Cette personne-là devient par moments psychologiquement absente, mais elle est toujours présente sur le plan physique. C'est comme ça qu'on dit que c'est un deuil blanc. Tandis que si une personne décède, ben là, c'est le deuil noir, mais le deuil blanc, elle est toujours là, mais elle est absente psychologiquement. On dit que ça se peut qu'un proche aidant qui s'occupe de la personne ressente une douleur continue du fait qu'il a perdu un conjoint ou un parent qui vit toujours, mais dans la présence n'est plus ce qu'elle était. Ce phénomène est bien différent du deuil et du chagrin qui surviennent lorsqu'il y a mort subite, par exemple. Okay. Car la personne en deuil, elle sait parfaitement bien qu'elle pleure quelqu'un qui est disparu. Aussi, bien souvent, elle va bénéficier généralement du soutien de ses parents et amis et verra ses sentiments s'estomper tout au long du processus du deuil. On va aller voir à l'interne, d'ailleurs, avec notre invité aujourd'hui pour cette capsule, de quelle façon on peut le vivre et comment on peut avoir accès à certains services à l'interne et à l'externe aussi. Et d'ailleurs, Huguette, je te laisse le soin de nous présenter notre première invitée pour cette capsule. Notre première invitée, c'est Mme Carmel, qui va nous parler aussi de son expérience concernant le deuil blanc. Carmel, bonjour. Bonjour. Carmel, vous êtes ici aujourd'hui pour parler un peu de votre expérience personnelle, des défis auxquels vous avez fait face, pour que les gens voient un peu et réalisent aussi qu'ils ne sont peut-être pas tout seuls à vivre certains moments qui peuvent être pénibles, des défis. Merci d'être avec nous et de nous en parler. C'est mon plaisir d'essayer d'aider des gens qui commencent à passer par les mêmes étapes que moi. Dans mon cas, à moi, je me suis pas aperçue tout de suite que j'étais dans un deuil blanc parce que je me disais, on vieillit, puis on oublie des choses. Mm-hmm. Alors, mon conjoint, il oubliait des choses, puis c'est devenu de plus en plus fréquent. Puis des petits accidents ici et là avec la voiture. Puis moi, j'ai trouvé ça au début, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je blâmais ça sur la mémoire, mais parce qu'il était plus âgé que moi, mais d'un côté, c'était un homme qui était très occupé toujours, puis intellectuel, puis il faisait ses mots croisés, mais quand il a commencé à arrêter de faire tout ce qu'il faisait au quotidien, là, j'ai commencé à dire, il y a quelque chose qui se passe, alors... ça a été la sonnette d'alarme un peu? La sonnette d'alarme pour aller pour un examen... un test de la mémoire, puis... Le diagnostic a été donné? Oui. Plus fort que je pensais. D'accord. Plus fort que j'aurais pensé. Parce que moi, je le connaissais, je savais qu'il pouvait dire qu'est-ce qu'était telle ou telle chose, mais dans le questionnaire, il y en a qui ont répondu des choses que l'autre personne ne le connaissait pas, moi je le connaissais, ça fait... C'est là que ça t'attaque beaucoup au cœur, tu sais. Ouais. Surtout, tu perds ton meilleur ami, tu perds ton conjoint, ton amoureux, l'affection et l'attention qu'il te portait. Ça fait qu'il est devenu comme mon enfant. Ouais, ça, c'est le plus pénible. Dans la bulle, quel genre de sentiments et d'émotions l'aidant, la personne qui accompagne le malade vit et passe à travers? Peut-être après le premier diagnostic, parce qu'on dirait qu'il me semble que... Est-ce que vous avez le sentiment que tout s'écroule? Oui. C'est qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais? Mais quand, à un moment donné, il s'est rendu à l'hôpital, puis l'hôpital s'en est aperçu, c'était pas seulement le petit problème physique qu'il y avait, qui ont pris soin de ça, là, puis après ça, ils voulaient l'amener à la maison. Les services sociaux s'en sont mêlés, ils sont venus à la maison. Sans eux, l'aide que j'ai eue des infirmières qui venaient le vérifier avec ces petits problèmes, en plus des services sociaux qui voyaient que moi, je n'ai pas d'enfant à la maison, j'ai un fils qui est au loin. Puis,
c'est l'aide que j'avais pas, que je trouvais. Il fallait me trouver de l'aide. De quelle façon vous avez fait la démarche pour trouver de l'aide? C'est les services sociaux. C'est important. Hein? Oui, avec les gens du Centre bénévolat de la péninsule, puis d'autres personnes que j'ai trouvées par après qui faisaient mieux mon affaire, là, au point de vue qui nous connaissaient. Ça fait que là, j'ai trouvé que ça avait aidé mieux. Puis, l'encouragement des services sociaux qui me disaient par étapes qu'est-ce que c'est qui pourrait arriver. C'est les petites étapes qui s'en venaient sans... c'était sûr que ces étapes-là allaient arriver, là. Quel genre d'étapes vous devez passer? Ben, de jamais le laisser seul. OK. Puis qu'il pouvait débarrer pas. Puis, se promener toute la nuit. De l'anxiété. Oublier mon nom. Je me suis pas aperçu qu'il oubliait mon nom. Il disait « Hey », mais il était attaché comme à ma hanche. Pareil comme un enfant que tu peux pas laisser seul. Un enfant de 4 ans ou en bas de 5. Il y a un enfant que tu peux pas laisser seul. Puis, toujours guetter ses mouvements. Mais essayer d'y plaire aussi. Lui faire plaisir. Quand il aimait s'asseoir dehors, puis il faisait pas chaud, puis des fois, je disais, on va mettre une couverture, puis au soleil, puis lui, il aimait beaucoup le dehors, vu que c'était une personne qui était agronome, puis qui travaillait au dehors beaucoup avec les fermiers, puis tout ça. Puis, lui, il aimait beaucoup la musique. Ça fait, c'est mettre de la musique pour lui faire plaisir, lire le journal pour lui, pour lui faire plaisir, vu qu'il faisait plus ses mots croisés, un homme qui les avait finis à 7 heures le matin. Puis ça m'a beaucoup affecté. Juste les choses qu'il avait pu, comme rien à faire, mais là, j'ai commencé à enregistrer les parties de hockey. Pour lui, c'était un joueur de hockey à un moment donné. Puis, il aimait beaucoup le hockey. Alors, j'ai commencé à enregistrer tous les programmes de la semaine verte, les jeux de hockey. Puis, les jeux de hockey, surtout quand les Canadiens avaient gagné, là, ça, là, je le faisais répéter tout le temps le même. Lui, il s'en apercevait pas. Il pensait que les Canadiens étaient super, j'imagine. Parce que... Ils ont gagné plusieurs coupes Stanley. Dans ce temps, une couple d'années passées. Ça fait déjà 3 ans, là. Mais c'est ça qui faisait plaisir. Puis se lever la nuit, puis me réveiller, puis me surprendre, ça, c'était des choses, là, tu sais. C'est du 24 heures sur 24. Du 24 heures, oui. Est-ce que... épuisement physique. D'ailleurs, l'épuisement, de quelle façon on prend une relax? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pu relaxer? Parce que c'est du 24 heures sur 24. On doit s'oublier aussi. On plonge, on fonce la tête baissée. À un moment donné, je me suis dit, je m'en vais pour 3 jours. J'étais épuisée, puis tout ça, on voulait me changer les idées. J'ai pas pu. J'ai regretté de m'avoir... parce que je pensais toujours à lui. Même qu'il était... il était en chambre de relève dans un foyer à un moment donné. Puis, les 3, la journée que l'infirmière est arrivée chez nous, puis elle disait comment lui allait, OK, lui, je parlais de lui, mais aussitôt qu'elle parlait de moi, je me mettais à pleurer à chaudes larmes. Là, elle a vu qu'il était pas en sécurité avec moi. J'étais trop affectée. D'accord. Qu'il n'était pas en sécurité. Alors, il me l'a enlevé pour 3 jours. Puis, une grosse tempête dehors, on a été le mettre dans une chambre de relève, dans un foyer. Puis, là, j'ai été le chercher après 2 jours. J'ai amené son frère avec moi, puis j'ai dit, on va le chercher, on ne peut pas le laisser là. Puis, si tu fais des choses comme ça, tu es épuisé, mais en même temps, c'est ton mari, tu es encore marié, il n'y a personne qui peut te l'enlever, là. Mm-hmm. À moins que tu fais une grosse gaffe. Mm-hmm. J'ai fait ça 2 ans de temps, là. C'est des cas, Huguette, 2 ans, c'est un cas... Madame Carmel est là aujourd'hui pour en parler, pour montrer aux gens qui sont peut-être pas seuls, mais il y a une charge émotive, une charge physique, psychologique avec tout ça. Oui. Quand on parle un peu du repos, de la relax, c'est de quelle façon on peut l'amener aux gens pour qu'ils peuvent prendre un peu de temps pour eux, ou est-ce que c'est possible? C'est pour ça qu'on dit au début, là, quand on reçoit la personne reçoit le diagnostic ou la famille, c'est là qu'on devrait commencer tout de suite à s'organiser. Il ne faut pas attendre d'être pris dans quand on est rendu au bout du rouleau, comme on dit. C'est important de se faire la première chose, c'est de prendre, c'est quoi la maladie?
Tu sais, là, c'est de s'informer, lire, puis consulter, aller chercher de l'aide, pour pas attendre qu'on est rendu, comme on dit, puis qu'on peut plus s'en occuper. Fait qu'il faut aller chercher de l'éducation, de l'aide, se faire un réseau. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est comme Mme Carmel disait, elle pouvait pas le laisser seule, mais s'il aurait arrivé quelque chose, Mme Carmel, d'urgent... J'ai pas d'enfant, moi, là. Oui. Pas d'enfant l'entour, pas de frère et de sœur. C'est ça, c'est Donc très ça, important. C'est un petit peu plus difficile. Oui. Là. Le défi était peut-être là aussi, Oui. d'avoir un réseau en premier. C'est ce que les gens qui accompagnent les malades devraient commencer à penser. On pense un peu à soi et on se fait un réseau pour après ça attaquer de front peut-être l'accompagnement. Parce que c'est important, parce que si, tu sais, qu'on on a comme dernière... Si un couple vit cette situation-là, c'est important que l'épouse ou l'époux, le conjoint, la conjointe, peuvent continuer les loisirs qu'il avait. Tu sais, si c'était une partie de golf, si c'était marcher. Oui, ça, c'est important, ce que de Mme part Carmel. et d'autre. Il marchait beaucoup la marche, lui, c'était la marche. Oui. Puis, tu sais, si on... C'est très important que les aidants prennent du temps pour eux autres. Parce que quand t'as pas... tu sais, tu peux pas donner que si t'as pas. C'est important si tu veux donner de l'énergie, si tu veux donner de l'aide, il faut que toi, tu sais bien. On imagine que l'adrénaline est là aussi, parce qu'on se sent peut-être aussi en mission. Ça a été peut-être notre ami, notre conjointe pendant plusieurs années. Et là, on peut comprendre qu'on va être là. Les documents que vous nous avez envoyés, que vous nous avez amenés, il est important d'aider des individus et des familles à reconnaître et à comprendre les émotions du deuil blanc. Les émotions, il y en a beaucoup. Il doit y avoir un passage de frustration aussi dans cette gamme d'émotions, Mme Carmel. Oui, frustré. Mais moi, d'un autre côté, là... Comme je voudrais juste dire, avant que tu vas plus loin, Carmel, tu sais, on dit que le deuil blanc, ça crée de la confusion dans les relations, puis ça empêche d'aller de l'avant. Comme l'épouse d'un homme qui ne la reconnaît plus aura peut-être le sentiment que leur relation conjugale n'existe plus. Tu sais, là, le proche aidant pourrait se sentir en état de suspens. Tu sais, parce que tu aurais dû peut-être te sentir dans oui, tu sais, là, incapable de pleurer tout à fait ce qui est disparu ou de se résoudre à en faire son deuil, tout en anticipant la perte de d'autres éléments qui se dessinent à l'horizon. Oui. Comme, est-ce que ça a arrivé à un moment donné qu'il ne te reconnaissait plus? Ou, tu sais, ça arrive dans le deuil blanc, c'est la perte de reconnaissance, il ne reconnaît plus la conjointe. J'ai vu ça ailleurs. Moi, quand j'arrivais à la maison après l'épicerie, là, il m'attendait à la porte. Que l'aidante qui était chez nous, qui était avec lui, a dit, il t'attend. Puis, il me connaissait du visage, mais peut-être, j'ai jamais... L'affaire qu'il ne prononçait pas mon nom, là, tu sais, il m'appelait pas toujours Carmel, moi, là. Ouais. Puis, il savait que j'étais très familière, comme si j'étais son enfant, moi aussi. Mm-hmm. C'est là. Okay. C'est ça, les rôles peuvent changer. Ouais. Le papa ou l'homme peut reconnaître sa femme, ça peut être, il la reconnaît comme sa mère, il la reconnaît comme sa fille. Visage, oui, tu sais, il peut la prendre différent. Tu sais, là, c'est comme un couple qui peut... Qui vivent ça, justement. Là, la personne qui a l'Alzheimer, c'est la conjointe et elle prend son mari. Des fois, c'est son mari. Des fois, elle prend pour son père. Des fois, elle prend pour son garçon. Donc, c'est comme un château de cartes qui s'écroule un peu parce que tous les repères de couple et de vie au quotidien que vous aviez, Huguette, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'on leur suggère de faire avant que ça les touche trop et que l'accompagnement peut devenir un peu, quelquefois, un défi et peut-être un peu trop pesant? C'est ça, je peux dire, peut-être Carmel pourrait en parler mieux. Aller chercher de l'aide. C'est d'aller chercher de l'aide. J'ai été chercher de l'aide. C'est de lire, faire de la lecture. J'ai eu des personnes j'avais une Madame Mallet. C'est une personne que je connaissais déjà. Elle lisait le journal. Elle était bonne avec lui. Aussi, il fallait aller à la toilette avec lui, puis tout ça. Là. Moi, j'ai trouvé des superbes personnes qui pouvaient venir m'aider, mais ils pouvaient juste me donner tant d'heures par semaine. Tu sais, quand il faut que tu embarques dans la douche avec, ça, c'est moi qui faisais ça. Mais elle était déjà dans ce métier-là. Alors, ça ne le dérangeait pas, en plus qu'elle nous connaissait. L'autre, c'était une cousine, une Landry. C'était comme une photocopie de moi. Puis elle faisait toute la même chose que moi. Je n'avais pas à leur dire à ces personnes-là
comment faire les choses, puis quel genre de personne qui Donc était. là, on arrive au lien de confiance avec Oui. les gens qui encadrent, qui Oui. accompagnent le malade Oui. aussi. C'est important, donc. C'est vrai. Puis la son confiance. frère, j'aurais pas pu passer en travers si ça n'aurait pas été d'un couple, là. C'est un de ses frères qui venait le chercher souvent, puis il était plus jeune que lui. Puis en étant plus jeune aussi, il était très proche. Puis sans les autres, j'aurais pas pu passer en travers. Puis une de mes amies qui me sortait pour le café le temps que j'avais les madames à la maison. Les amis, j'en avais 2 spécialement, là, qui me comprenaient. Même s'il n'avait pas passé en travers de ça. Il y avait eu des deuils, mais pas de la même façon. Pas un deuil Qui blanc. dit, je te sors, tu t'en viens, là. Il faut sortir, hein? C'est ça? Mais tu veux pas sortir des fois. Tu veux Ouais. pas être loin. On peut comprendre. Huguette, avoir en terminant une petite question, la réaction peut-être des gens de l'entourage. Si les gens sont dedans, on accompagne, mais l'entourage, les amis, peut-être même la famille, il faut aussi leur laisser du temps d'accepter ou de voir de quelle façon eux peuvent réagir. Bien sûr, mais encore faut-il le dire. Ouais, Encore d'accord. faut-il le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de maladie de la mémoire dans le couple ou dans la famille, puis ils parlent très peu de ça. Ils n'en parlent pas beaucoup. C'est très important d'en parler si on veut de l'aide. Parce que D'accord. si on garde tout... Est-ce que les gens ont tendance à garder Oui, un peu comme on garde absolument. des secrets de famille ou comme on garde que... Oui, hein, d'accord. Donc, il faut Malheureusement. s'ouvrir, il faut le dire. Oui. Moi, ça me gênait pas. Ça me gênait pas. Parce que je l'aimais tellement. Lui, j'aurais pu passer en travers de plus gros, mais ça prend de la patience. De la patience, là, il y en a qui n'ont moins. J'ai vu de la perte de patience. Ça pourrait arriver la nuit, là, tu vas-tu te coucher? Couche-toi. Puis il fallait l'emmailloter comme un bébé dans son lit, puis c'était un homme qui était assez grand, là. Puis, tu sais, corpulent. Puis, je dis, et tant que tu te couches, puis il aimait tellement ça, tu sais, que j'arrange les oreillers sous les épaules, puis la tête, puis arranger les couvertures, puis tout ça, là. Ça l'apaisait. Oui, Ok, ouais. ça peut paraître La douceur. anodin, là, Une mais... routine importante, des fois. Oui. La douceur, Oui. puis, Oui. tu sais, Puis avoir la compassion. Oui, qui sent qu'il y a une présence aussi, puis... Huguette, en terminant, Oui. de l'aide, Mme Carmel en a parlé. Oui. Il faut demander, il faut aller en chercher. On a parlé des amis, des liens de parenté, des services sociaux. Les étrangers, même. Des étrangers, les les voisins, gens qui sont c'est les voisins. important, ce réseau. De quelle façon les gens peuvent vous rejoindre, Huguette, aussi? Nous autres, la Société d'Alzheimer a 6 centres de ressources au Nouveau-Brunswick. C'est dans la région péninsule acadienne, Chaleur, Alnwick. On est la région numéro 6 et on peut me rejoindre au numéro 600 7000 607 000 ou le numéro à Fredericton sans frais, puis quelqu'un de bilingue qui va vous répondre, c'est le 1-800-664-8411. Puis appelez, là. Il ne faut pas rester tout seul là-dedans parce que c'est gros. C'est gros. C'est important. une grosse charge. C'est important de demander de l'aide. Merci, Huguette. Merci à Mme Carmel d'être venue pour parler, de nous livrer son témoignage personnel. Merci à vous deux. De rien. Merci.